Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion. Aujourd'hui on fait une vidéo avec Antoine et Félix pour vous parler de notre retour d'expérience un peu plus de 2 ans après avoir créé la foncière. L'idée c'est de vous faire un update de tout ce qu'on a acheté à aujourd'hui, combien de loyers est-ce qu'on collecte, quelle surface est-ce que ça fait, combien est-ce que ça vaut, combien est-ce qu'on doit. De l'extérieur je pense que c'est pas forcément très clair quoi. On imagine bien ce que c'est acheter un immeuble et faire un crédit, mais quand on a 10, 15, 20, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres. Donc voilà, l'idée c'est de développer ça. Salut les gars. Salut. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, c'est une petite vidéo un peu bilan, puis expliquer aux gens un peu concrètement, comme tu le disais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une foncière, parce que je trouve que ça devient un peu la mode, on entend parler de plus en plus de foncières, de gens qui créent leur foncière, mais ça reste un peu opaque pour les gens qui sont de l'autre côté de la barrière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va un peu parler des chiffres, on va se mettre un peu à nu quand même. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Donc ça, je pense qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Ouais. Et ça on en parlera à la fin de la vidéo. Ouais, on parlera à la fin de la vidéo de toutes les erreurs qu'on a pu faire, et n'allez pas directement à la fin de la vidéo. C'est vrai, c'est honnête. Nous on aime bien en fait montrer que en fait, on peut pas générer du rendement sans prendre de risques. Si tu prends un grand nombre de fois du risque, il y a forcément un moment où il va se manifester. Donc en fait, notre propos, c'est pas de dire on fait tout parfait et tout va toujours bien, parce qu'il y en a plein qui ont des jolies plaquettes où tout va bien toujours pendant 10 ans, 20 ans. Mais en fait, non, c'est juste impossible. Et donc, il y a des moments où le risque se manifeste, et donc on va développer, on va vous en parler. Allez, alors déjà peut-être expliquer ce que la foncière a, les différents pôles que la foncière peut avoir, et ça. Après, dans chaque pôle, donner un petit peu les chiffres le plus intéressant pour les gens qui vont nous regarder. Allez, c'est parti. Pour que tout le monde comprenne bien, la foncière Orion, comment est-ce qu'elle est constituée? En fait, on est un groupe avec 2 activités majeures. On a un pôle location où en fait on achète les biens, on les rénove s'il y a besoin et on les exploite pour percevoir les loyers. Donc ça c'est le gros de notre activité. On a une autre filiale qui est le pôle marchand de biens. Donc c'est de l'achat-revente tout simplement. C'est acheter à un bon prix, dégager une marge et générer du chiffre d'affaires derrière. Donc ça, ce sont vraiment les 2 pôles principaux au sein de la foncière. On a un 3e pôle qui est de l'accompagnement à l'investissement locatif, mais on va l'omettre volontairement, je pense, de cette vidéo. Oui, c'est un pôle qui est aujourd'hui à la marge. L'objectif, c'est, si on devait donner un peu des pourcentages, notre activité, c'est 80% d'activité de gestion locative, donc d'achat et d'exploitation en gestion locative. Et après, c'est à peu près 15% de marchands, on va dire, donc d'achat-revente, comme tu le disais, et 5%, on va dire, de consulting. Ouais, en termes d'ordre de grandeur, je pense qu'on est à peu près à ça. C'est à peu près ça l'idée, ouais. Les chiffres à date. Sur le pôle location, grosso modo, on est à peu près à 9,7 millions d'euros de valeur vénale. Donc ça, c'est la valeur marché de combien valent nos biens aujourd'hui au sein de la foncière. Ça, c'est important aussi de dire que la valeur vénale, c'est pas nous qui disons ça vaut 9,7 millions. C'est un expert en valeur vénale indépendant. Et je me souviens, Charles, l'histoire de la bouteille d'eau. Je sais pas, vous passiez la journée ensemble parce que du coup, il audite tout le parc locatif. Il faisait chaud et tu lui dis, vous voulez de l'eau? Il a dit, non, je m'achète ma bouteille d'eau. T'as une boulangerie, j'allais payer pour les deux, tu vois, comme tu fais avec tout le monde. Oui. Et en fait, non, aucun conflit d'intérêt. Je paierai ma bouteille de Vitel. Non, mais c'est hyper important parce que sinon, ça serait trop facile de faire entendre ce qu'on veut au parc locatif. Et en plus, dans l'immobilier, c'est vrai que c'est très difficile tant que t'as pas vendu de savoir exactement combien ça vaut. Faut être assez objectif. Donc nous, on s'est couvert comme ça en disant c'est pas nous qui donnons la valeur, même si nous on a une idée quand on achète évidemment, mais c'est quelqu'un qui vient expertiser le parc locatif. Et ça, du coup, c'est intéressant aussi de rentrer un tout petit peu dans le détail. C'est qu'en fait, c'est clairement pour moi quand tu crées une foncière, c'est clairement un poste qui est obligatoire et c'est un poste qui est hyper onéreux. Et franchement, quand on a commencé à créer la foncière, on se doutait pas que ça allait coûter aussi cher. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour on connaît des gens qui veulent monter des foncières, de dire en fait à chaque fois que tu expertises le patrimoine, pourquoi on le fait pas toutes les semaines? Parce que c'est un gros billet et plus le parc il grossit et plus c'est gros. Toi Charles, c'est toi qui t'occupes de ça, c'est combien à peu près le montant entre guillemets pour notre parc aujourd'hui, à peu près de 10 millions d'euros quand tu demandes une expertise? En fait, il faut distinguer 2 choses parce que tu as une expertise initiale quand tu vas acheter un bien et ensuite tu as des mises à jour, c'est-à-dire que le parc locatif, tu le mets à jour. En gros, une mise à jour de tête, c'est à peu près 400 € de mettre à jour la valeur d'un immeuble. Okay. En fait, il y a 2 modes de valorisation. Il y a le mode de valorisation par capitalisation, donc on se dit en gros combien un investisseur veut de rendement sur cette zone, sur cet actif, et donc tu divises les loyers par le rendement et ça te donne une valeur. Et l'autre méthode de valorisation, c'est la méthode par comparable. Donc là, il va aller chercher avec des outils que nous on n'a pas en tant que particulier, des transactions où il peut retourner chercher des transactions passées, mais avec des photos de l'intérieur. Donc on peut vraiment pondérer des états intérieurs parce que les prix de vente sur Papers ou DVF, c'est impossible. C'est jamais la qualité des produits. C'est ça. Et donc voilà, c'est des outils qui sont quand même assez poussés. Mais en gros voilà, c'est ça, ces méthodes de valorisation. Une actualisation, c'est à peu près 400 € et une initiale, c'est compliqué de donner un chiffre, mais je dirais entre 1000 et 3000 € en fonction de la consistance du bâtiment. Après, il faut l'appliquer, la formule de valorisation. Via commissaire aux comptes, du coup. Voilà, et donc là, c'est quelqu'un qui est commissaire aux comptes, qui n'agit pas en qualité de commissaire aux comptes, mais qui a parmi la casquette expert comptable, commissaire aux comptes et ainsi de suite, qui fait tourner la formule de valorisation avec ses données d'entrée, avec une méthode comptable qui s'appelle un DCF, un discounted cash flow. Donc on simule, on est en train de faire un cours sur la valorisation. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Non, mais je trouve que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. C'est combien vaut ta foncière et puis comment on c'est est valorisé. à poil.
bah on montre voilà. Donc du coup la méthode s'appelle discounted cash flow. On va prendre en fait les flux que va générer la foncière pendant les 5 prochaines années et simuler une vente dans 5 ans. Et ensuite on l'actualise du taux de rendement attendu par les investisseurs et donc ça donne une valorisation à l'instant T puisque une plus-value dans 5 ans vaut pas la même chose qu'une plus-value réalisée aujourd'hui. Et c'est ça qui donne la valorisation du pôle locatif. Après marchand et accompagnement, c'est des multiples du résultat net. On met ça tout ensemble. Il y a un coefficient de synergie de 5%, c'est-à-dire qu'on considère que les activités mises ensemble valent 5% de plus que si on les prenait individuellement. Et donc c'est ça qui donne la valorisation. Et donc si on veut faire une foncière, c'est pas juste un tableau Excel où on prend, moi je pense que ça vaut 600 000, je dois 400, donc ça vaut 200 net. C'était un peu ça au domaine. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout ça pour montrer que en fait, quand on crée une foncière, il y a vraiment des contraintes juridiques, techniques et administratives qui sont énormes. Et en fait, je sais pas vous, mais moi au début quand on s'est dit on lance la foncière, je m'attendais pas à que ça soit. Je pensais pas qu'il c'était autant une usine à gaz. Et franchement, quand t'es dedans, tu te dis c'est une folie quoi. Et ça en fait partie. C'est vrai que c'est un mécanisme quand même qui est assez lourd et qui est assez onéreux aussi, notamment à la mise en place quoi. Mais pour moi, ça c'est justement important parce qu'on va y revenir. C'est de l'actionnariat en fait. Ceux qui nous font confiance, ils montent en qualité d'actionnaire. Aujourd'hui, on a à peu près 90 actionnaires au sein du modèle. Et donc pour moi, on a une responsabilité envers eux de faire les choses correctement et de faire les choses de manière très impartiale. Et donc, on est obligé de passer par ce genre de mécanisme de valorisation où on ne fait pas ça au doigt mouillé pour que on n'ait aucune influence possible sur le cours de l'action. Voilà, ça, c'est super important qu'on ait cette impartialité. On va bientôt passer les 10 millions d'euros de valeur vénale sur le pôle locatif. On va prendre les compromis qu'on a en cours, parce que c'est vrai que dans l'immobilier, tout le monde le sait, les projets, généralement, ça se fait pas en un mois. Donc, les projets qu'on a en cours, on a quand même en ce moment 2 gros projets, notamment dans l'Ain, sur Bourg-en-Bresse, 2 gros projets avec travaux. Et du coup, avec tous les projets qu'on a en cours, donc sous compromis, la valeur du parc futur, elle sera de combien ? Tu l'as en tête ? On va être à peu près à 15 millions d'euros de valeur. Donc en gros, les 2 projets de Bourg, ça représente 4 millions. Et ensuite, il y a 2 autres projets autour qui valent 500 chacun. Donc ça fait monter à 15 millions de valeur vénale. Mais c'est vrai que c'est le temps long parce que du coup, entre le moment où tu signes ton compromis et t'achètes, de plus en plus là avec Antoine, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire des compromis longs où on a 4, 5, 6 mois, même si on n'a pas de conditions de financement, parce que ça nous laisse le temps, notamment sur ces projets-là. Bon, il y a des déclarations d'urbanisme, donc il y a une bonne raison de mettre du délai. Il faut préparer le chantier aussi, c'est des gros chantiers. Aller chercher le financement, ainsi de suite, et de pas être dans un mouchoir de poche où parfois on l'était en disant voilà, on achète sans condition suspensive en 2 mois, donc c'est clair qu'on a un prix qui est massacré. Par contre, après, faut vraiment se dépêcher d'aller sortir ton financement parce que la deadline arrive rapidement. Donc voilà, 15 millions de valeur. Et du coup, pour parler en termes de loyer, à date, on est à 700 000 euros de loyer annuel. 712 000 euros. C'est ça. Et avec ces acquisitions, on est à 99% de taux de remplissage. En gros, sur le parc locatif, encore une fois, à date, on a 82 lots. Il y en a un qui est vide. On est à 99%, 98% peut-être de taux de remplissage. Et ce qui est génial parce qu'on serait aujourd'hui sur des actifs à prépondérance commerciale ou de bureau. Les taux de remplissage, je connais pas ceux des autres, mais je pense pas que tu sois quasi 100%. Ça fait partie de... Tout à l'heure, on parlait au début des choses bien faites et des choses mal faites. Ça, je pense que la chose bien faite, c'est d'avoir choisi comme stratégie plutôt de développer de l'habitation que du commercial. Donc généralement, nous, ce qu'on vise, c'est un immeuble de rapport avec un pied d'immeuble, peut-être 1 ou 2 locaux commerciaux, puis après de l'habitation dans les étages. Et ça, en fait, grâce à cette stratégie-là qu'on a mis en place dès le début, qui est plus chronophage sur le pôle locatif. Mais par contre, au niveau du taux d'emplissage, c'est top. 99%, en fait, on a un seul aujourd'hui lot sur la foncière. Et c'est un local commercial. Ouais. Et la foncière, aujourd'hui, c'est quasiment 90 lots. C'est ce qu'on, à date, c'est ça. On a 82 lots, pardon. Ce qu'on dit qui est en cours d'acquisition, c'est des choses qu'on achètera avant fin 2026. Ils ne seront pas tous productifs de loyer tout de suite, parce qu'il y en a certains qui ont des gros travaux, mais une fois que tout sera productif, on est un peu plus d'1 million d'euros de loyer annuel. Donc c'est un bon palier, bonne étape à passer. C'est plutôt cool. Alors au début, quand on avait créé la foncière, je me souviens, on faisait des prévisionnels sur Excel. Alors, je sais pas, il faudrait qu'on les reprenne ces prévisionnels, voir si on était bien ou pas bien. Je pense qu'on était plus optimiste à l'époque, je pense. Ouais, en fait, là aussi, tu vois, sur ce qu'on a fait mieux ou moins bien. Par exemple, les taux d'intérêt, on les avait mis plus faibles. Par contre, l'apport, on avait mis qu'on mettait beaucoup d'apport. On arrive à en mettre moins avec le temps. Mais l'un dans l'autre, ça fait mieux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux emprunter plus cher et mettre 2 fois moins d'apport que de te bagarrer sur le taux, mais mettre 55% d'apport. Parce que meilleur effet de levier, meilleur rendement sur fonds propres. C'est vrai. Un chiffre un peu rigolo, entre guillemets, pour le pôle locatif et pour illustrer le nombre de lots qu'on peut avoir. Ça fait combien de mètres carrés la totalité qu'on... Alors, on va arrêter de parler en mètres carrés. On va parler en hectares, si ça vous va. Donc en gros, à date, on est à un peu plus de 0,5 hectares. Oui, on est des petits, on a moins d'un hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc en gros, aujourd'hui, c'est 5 500 mètres carrés. Ensuite, avec les lots en cours d'acquisition, on sera à un peu moins de 8 000 mètres carrés. Parce que justement, les 2 bâtiments qu'on achète, il y en a un qui fait 900, un autre qui fait 1300. Donc forcément, ça monte vite, plus encore les autres. Donc voilà, on se rapproche petit à petit de l'hectare d'immobilier, sachant que c'est pas des supermarchés avec des millions de carreaux au sol et un seul locataire. C'est des appartements. C'est à coup de T2, T3, entre 40 et 60 mètres carrés. Donc il y a du monde là-dedans. Et ça serait intéressant
un jour de faire une estimation du nombre d'interrupteurs, de tableaux électriques, de disjoncteurs, de fenêtres, de radiateurs, de cumulus. Rien que du nombre de gens qu'on loge en fait. Parce que... 82. En fait, en moyenne, je pense que tu as peut-être 2,5 personnes. Donc il y a peut-être 200 personnes. Je pense qu'on héberge 200 personnes. Bientôt un petit village. Pour le moment, c'est un petit village. Et en terrain de foot, du coup, les mètres carrés, est-ce que tout le monde compare les surfaces en 7000 mètres carrés, ça sera un terrain de foot bientôt. Bientôt un terrain de foot. Ouais. Ok, formidable. On va switcher sur le pôle marchand de biens, si ça vous va. En termes de chiffres, là, sur le pôle marchand de biens, on est à 1,2 million de valeur vénale au sein du stock marchand de biens. Et en termes de chiffre d'affaires cumulé, on est à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le pôle marchand. En gros, du coup, le stock, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, donc à date dans le pôle marchand, qui peut-être sous compromis, peut-être pas. J'ai pas le détail de ce qui est sous compromis. L'objectif du pôle marchand, c'est de faire tourner le plus vite la trésor. Donc là, la plupart du temps, on essaye de revendre assez vite. Et 1 million de chiffre d'affaires, donc c'est toutes les ventes qu'on a réalisées depuis le début. Le taux de marge, je pense qu'on peut le communiquer parce que c'est vrai que c'est un sujet, on peut le dire, généralement quand tu es marchand, tu vises entre 20 et 30% de marge, c'est un peu l'objectif. Nous, quand on a commencé le marchand avec Charles, on était à 30%. Et là, sur la foncière, en moyenne, on est quand même à 37% de marge, donc c'est plutôt intéressant. Et ça montre aussi un peu la stratégie qu'on avait de pas forcément faire du marchand pour faire du marchand, parce que généralement, c'est un peu là où tu commences à renier tes principes et renier sur ta marge. Et pour le coup, nous, c'est plutôt à l'opportunité. On est quasiment à 40% de marge, ce qui est plutôt bien, sachant que toutes nos activités de marchand, ça on peut le dire aussi, on ne porte pas de travaux, on achète, on revend en l'état. Et mais ça, je pense c'est que hyper important. ce qui fait qu'on arrive à ces niveaux de marge, c'est le réseau en fait. C'est justement ces fameuses synergies entre les différents pôles et le brassage en fait d'opérations qu'on peut traiter. Et donc on a beaucoup plus d'apports d'affaires en off-market. On arrive à avoir en fait des prix d'acquisition qui sont relativement faibles et donc ce qui nous permet de dégager une marge assez sympa. Donc je pense que c'est vraiment cette synergie et ce brassage au sein du réseau. On appelle quand même beaucoup plus souvent parce que maintenant on commence à avoir une identité un peu plus forte, on va dire, sur la région. Et donc, je pense qu'on nous propose davantage de biens et donc forcément, on fait de meilleures opérations. Ça va être intéressant de développer un petit peu le marchand. Il y a deux trucs que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est aussi de dire comment est-ce qu'on choisit en fait si on fait un immeuble en marchand ou en locatif. Et je vais prendre un exemple d'une opération qu'on a fait ici où on a fait 55% de marge. Où c'est toi qui l'as sourcé vraiment en direct en allant chercher quelqu'un qui n'était même pas vendeur. Donc on fait, allez, on va arrondir à 50% de marge. Puis à ça près, en gros on achète 200, on vend 300. C'est ça les prix. C'est ça l'idée. Ouais. Si ça on devait l'acheter en locatif, en fait on mettrait 25% d'apport, 50 000 euros d'apport et on irait en emprunter 150 000. Généralement, avec les rendements qu'on a, on a à peu près à 7% de rendement net. Le rendement sur fonds propres, le rendement des 50 000 euros qu'on investit, on est à peu près à 20%. Ça veut dire qu'avec tes 50 000 euros, tu crée 10 000 euros par an. C'est ça en gros, 20% sur 50 000. Donc soit on fait ça, soit on se dit en fait, cet immeuble, on l'achète et on gagne 100 000, je mets volontairement les impôts pour faire simple. On ressort pas avec 50, mais avec 150, sur lesquels on peut faire 20%. Donc on fait 30 000 par an. Donc tu vas 3 fois plus vite. D'accord. Et du coup, c'est ces opérations-là sur lesquelles on pourrait nous dire c'est une plus-value, tant mieux, mais on le met dans le parc locatif, comme ça il y a du loyer et de la plus-value. Mais en fait, il y a presque trop de plus-value à court terme pour qu'il y ait du sens de le garder dans le pôle locatif. Et surtout, une plus-value qu'on peut percevoir à court terme. Parce qu'il y a des plus-values qu'on est obligé de créer avec des travaux. Et par exemple, le bâtiment dans lequel on se trouve, c'en est le bon exemple. On l'a très bien acheté, très bien rénové. Prix de revient 1 million, valeur vénale 1,3 million. Mais sauf que les 300 000 euros de plus-value latente, on ne pouvait pas les avoir sans avoir porté les travaux. C'était notre temps en fait, c'est juste notre taux horaire pour avoir géré le chantier et avoir pris le risque de faire des travaux avec. C'est toujours quand on va commencer les travaux, jamais vraiment comment on va les finir. Et c'est vrai que le marchand, pour le coup, c'est une activité, dès que c'est trop rentable ou anormalement rentable, on s'emploie à le mettre sur le pôle marchand, c'est à l'opportunité qu'on le fait. Ça fonctionne plutôt bien quoi. Et après, le deuxième truc, c'est les choses qu'on fera plus ou qu'on fera différemment sur le marchand. Une des premières erreurs, je pense que la première erreur, ça fait partie des erreurs, c'est de... Vas-y, je t'en prie, mais je pense qu'on a exactement la même chose. C'est en fait d'avoir des biens qui ne sont pas forcément des biens avec un sous-jacent locatif. À chaque fois qu'on a fait des opérations avec des immeubles de rapport, c'est des choses qu'on peut vendre soit à la découpe, soit en monopropriété à des investisseurs. C'est aussi des choses qu'on peut, ça n'a jamais été le cas, mais si jamais une opération se passait mal, conserver et se revendre à nous-mêmes ou conserver dans la boîte de marchand et percevoir les loyers. Et en fait, sur le marchand, on a fait des opérations qui, pour certaines, sont bien passées. Par exemple, Talent à côté de Dijon, on a acheté un appartement, on a gagné 40 000 euros en 2 mois, mais j'ai mis les pieds 2 fois là-bas. Donc ça, c'est bien. Et en fait, on a pu le faire sur d'autres opérations qu'on a achetées où il n'y avait pas de backup locatif et en plus parfois un occupant dedans qui font que le bien en fait il n'est pas arbitrable tout de suite ou alors on peut pas en capter la plus grande valeur. Et du coup en fait c'est des choses qui nous échappent, on peut toujours négocier avec les gens et parfois ça fonctionne et on l'a fait aussi et ça a fonctionné, mais en tout cas c'est des choses où je trouve que c'est trop en dehors de notre contrôle et donc il y a un petit peu trop de hasard qui est intégré dans l'équation pour qu'on ait envie de le refaire. Ouais, je te rejoins là-dessus, tu vois, c'est une erreur je trouve qu'on a faite
sur quelques opérations de marchand. Alors pour le moment ça se passe plutôt bien, mais des fois quand tu es trop tributaire d'un locataire ou comme tu dis d'un marché qui peut pas répondre à la rentabilité que tu souhaites, c'est inconfortable. Et la stratégie de la foncière qui était en fait on peut à la fois mettre ça sur le pôle locatif, à la fois le faire en marchand, c'est hyper confortable. Dans tous les cas tu es gagnant, tu as un jeu avec plusieurs cartes en main, et c'est vrai que des fois quand tu as un bien ou qui répond qu'à une seule carte, je pense que des fois on a voulu trop forcer le truc, et maintenant c'est vrai que pour le coup je pense qu'il faut être assez droit dans ses baskets et se dire tant pis je fais pas. Peut-être que tu gagneras, comme à Talent on a très bien gagné, mais on a pris un risque je trouve supplémentaire par rapport à des biens comme on a pu le faire là, par exemple comme tu parlais tout à l'heure, où on a acheté 200, on a revendu 300. Là en fait on n'avait aucun risque, parce qu'en fait dans le pire des cas c'était la foncière qui avait un immeuble à la limite 10 ou 12% de rente à net, donc c'était très très bien quoi. Pour parler un petit peu aussi du pôle marchand, où nous c'est vrai qu'on achète aussi très bien parce qu'on y va toujours sans condition de financement, donc ça généralement les vendeurs ils aiment bien, ils sont sûrs que la vente aille au bout, voire des fois quand on fait une très bonne affaire on peut raccourcir un petit peu les délais pour arranger tout le monde. Le disclaimer que je voudrais mettre, c'est vrai que c'est une activité qui est globalement ultra rentable, faut pas se le cacher. Aujourd'hui dans la foncière, j'en fais beaucoup sur Chalon-sur-Saône, notre salarié Mélanie en fait aussi beaucoup, à nous deux on va quasiment faire je pense 350 000 euros de résultats, donc c'est vrai que voilà, le taux horaire est très très bon, mais par contre le pendant de ça c'est quand même que c'est quand même des gros risques à chaque fois. Comme on le disait tout à l'heure, on a pris des risques sur des paris sur des locataires qui devaient partir, pas partir, des appartements qui n'étaient pas rentables sauf résidence principale. On voit beaucoup aujourd'hui de gens qui vendent des formations en disant c'est facile de faire du marchand, gagner de l'argent c'est de l'argent facile. Pour être dedans, c'est de l'argent, on peut gagner vite de l'argent, mais c'est loin d'être de l'argent facile. Moi franchement je trouve que c'est plus facile de faire du locatif que de faire du marchand. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... largement, ouais. En fait quand t'es néo-marchand, t'as pas 50 solutions en termes de financement. On en connaît, tu vois, des gens qui ont vendu leur boîte, tu vois de qui je parle, qui du coup ils vont sur fonds propres, mais des fois font des opérations avec 10% de marge, et là pour le coup je pense que ça vaut pas le coup, parce que si sur du locatif tu sais faire 20% sur fonds propres, en fait fais ça, t'auras ça tous les ans plutôt que de faire 10%. Et en fait le problème du marchand c'est qu'une fois que ton opération est finie, il faut remettre le tourner au charbon et faut en trouver une autre. Alors que le locatif t'as toujours un petit peu d'entretien, mais on va dire que les loyers continuent de rentrer, le crédit continue de s'amortir, donc soit t'as ce côté là, t'as de l'argent, mais à ce moment là continue de viser 30% de marge quand même, achète pas la facilité juste parce que t'as de l'argent pour faire du marchand pour jouer, ou inversement les gens qui n'en ont pas du tout, et c'était notre cas au début, le seul mode de financement accessible c'est le crowdfunding. Et le crowdfunding, si on arrondit un peu les chiffres, tu vas payer 5% de frais d'entrée et 10% par an, voire 12% en gros, par an. Tu as 15-20% de frais financiers si ton opération elle dure un peu longtemps. C'est limite ce qui t'absorbe la majorité de ta marge, et c'est vrai que tu bosses en fait pour des financiers, et ça je trouve que quand on voit un peu les formations en ligne, tu seras financé à 100%, mais ils oublient de t'expliquer un petit peu la petite ligne que en fait ils vont te prendre la moitié de ta marge. C'est pas gratuit. Non, c'est ça en fait le problème, et c'est un peu la limite. Donc le marchand c'est vrai que ça marche très bien, mais ça demande aussi un énorme réseau. Aujourd'hui c'est grâce aussi à pas mal d'années sur le terrain qu'on arrive à avoir des opérations. Tout à l'heure on en discutait un peu en off, mais quand tu parlais des gens qui s'envoient sur des groupes privés des opérations de marchand, non, ça n'existe pas. Quand t'as genre 200 000 euros de marge à aller chercher, généralement t'as envie de la faire toi plutôt que de donner aux copains quoi. Le fameux bien en off-market qui... avec la plaquette PDF déjà prête. T'as des agents IMO à Lyon qui font ça, qui envoient, genre tu vois pas le destinataire, c'est toute leur liste, et du coup opération de marchand, tu sais, dans un PDF. Mais il y a des fois des gens qui sont pressés pour plein de raisons, ou qui ont juste pas envie que ce soit en annonce pour d'autres raisons. Il y a des gens qui ont de la notoriété par exemple, on a déjà vu, qui disent moi je veux pas que mon bien il soit en annonce parce que après dans le diagnostic il y a mon nom ou je ne sais quoi, je suis quelqu'un de connu, je veux pas qu'on sache que je suis estimable. Donc il doit se vendre en off. Il y a des gens qui ont besoin en fait d'avoir des professionnels comme nous qui répondent à leurs besoins, d'acheter rapidement, d'acheter certes un petit peu moins cher, mais de satisfaire à d'autres conditions. Ouais, clairement. Puis après, il y a aussi le fait que nous on achète quand c'est un particulier en direct, t'as pas de frais d'agence, etc. Donc au fait, au final, parfois ta marge, je dis pas qu'elle se trouve dans les frais d'agence, mais une partie de ta marge déjà, juste d'avoir vendu de gré à gré avec un particulier, tout le monde est presque gagnant dans l'histoire, quoi. Et puis je pense que aussi le fait qu'on ait une taille institutionnelle aussi nous a pas mal débloqué sur le volet financement. Et donc en fait, ceux qui traitent avec nous sur la partie transac, grosso modo, ils sont quasiment sûrs que l'opération elle va aller à son terme en fait, parce que maintenant on a entre guillemets plus trop de problèmes pour se faire financer. Donc ça, je pense que ça joue aussi pas mal sur les négos par rapport à avant où tu avais un peu de fragilité aussi, t'étais pas sûr d'avoir ton financement, quoi. Tu fais une très bonne passe décisive. On va parler un petit peu financement parce que c'est vrai que c'est un peu quand même le nerf de la guerre. C'est aussi un peu avec Charles le pourquoi on a créé la foncière et pourquoi on était intéressé par le projet. C'est qu'avant d'avoir créé la foncière, on avait une activité d'investisseur on va dire un peu particulier. On était gros mais pas assez gros pour être dans les pôles professionnels de l'immobilier, et on galérait de plus en plus à se faire financer sur des projets, et le rendement sur fonds propres était de moins en moins bon parce qu'on devait mettre de plus en plus d'apports, et en fait au bout d'un moment quand tu as un rendement sur fonds propres de 10% sur ton opération de locatif, faut pas faire parce que tu vas t'embêter pour pas grand chose. Là aujourd'hui, toi Charles, c'est plutôt toi qui t'occupes de la partie gestion des financements et relations banques avec la foncière. Aujourd'hui on arrive à avoir des conditions bancaires que je trouve plutôt intéressantes, alors moins intéressantes que le particulier lambda parce que nous on emprunte majoritairement sur 15 ans, mais par contre en termes de taux et en termes je trouve de différé, d'amortissement, on est plutôt pas trop mal. Et surtout on est sûr de l'obtenir. Donc du coup
on va toujours sans condition de financement. Et je vais donner un exemple d'un immeuble qu'on a acheté très récemment, où au moment de signer le compromis, les vendeurs disent ouais mais vous n'avez pas de condition de financement, donc on met 2 mois. Non, on met 3 mois. Et heureusement que j'ai fait ça, parce qu'en gros, j'ai demandé à 2 banques différentes, parce qu'il y a 2 catégories de banques. Il y a les pôles professionnels de l'IMO, où effectivement tu vas mettre 25% d'apport et puis tu vas emprunter sur 15 ans. Et t'es sûr d'être financé, c'est hyper rapide, genre en gros dans les 2-3 semaines, y a pas de problème. Pour nous, t'es sûr, parce que pour nous. Voilà, si t'es prospect, on va plutôt commencer par parler de 40% d'apport. Oui, bah comme au début, faut le dire aussi, au début de la création de la foncière, on était plus à 40-50% d'apport, parce qu'il fallait montrer patte blanche. Et aujourd'hui, franchement, on arrive à travailler, comme tu disais, sur du 25-30, qui permet d'avoir un meilleur effet de levier et du coup, une meilleure rentabilité pour tous les actionnaires de la foncière. Hein. Et en fait, la limite de ça, c'est que tu peux pas aller chercher des biens trop patrimoniaux et trop peu rentables, entre guillemets. Le bien dont je parle, il est dans les Monts d'Or à Lyon. On est sur un rendement, on est à 5 et quelques net. Donc du coup, dans ces pôles professionnels de l'IMO, étant donné que tu amortis sur 15 ans, en fait, ta mensualité, elle est élevée. Et donc, pour respecter l'autofinancement, ils demandaient genre 40% d'apport. Donc moi, j'avais cette offre dans mes mails sur le côté. Et je demande à un autre partenaire bancaire, qui est pas un professionnel de l'IMO, de nous faire un prêt amortissable sur 20 ans avec 20% d'apport. Et on a fini par l'avoir, mais en fait, on l'a eu genre une semaine avant d'acheter. Et genre, moi, j'étais en vacances, il y a un jour où j'étais avec toute la famille dans la voiture qui m'attendait pendant que j'allais dans une imprimerie imprimer les offres de prêt pour les signer. Et il y en avait. Parce qu'en plus, il y avait 19 pièces. Il y avait 19 pièces jointes. Ce mail, il était infect. Ce mail, il est infect. Et du coup, tu vois, j'étais à la plage et en rentrant de la plage, j'ai dû aller pendant 1 heure à imprimer des papiers chez un mec qui t'imprime des trucs. Et au début, il voulait pas le rescanner. J'en parlais à Mélanie, elle fait je savais pas que ça existait encore des gens qui impriment. Ça existe. Heureusement, il y a des besoins. Il y avait besoin. Et pour lui renvoyer, parce que en fait, on devait acheter le lundi d'après. Moi, je savais qu'on était sur le fil du rasoir. On l'a déjà été plein de fois avec cette banque, mais on a des meilleures conditions. On a du 20 ans en fait, c'est ça qui change. Et un taux plus faible aussi. Et en plus, des modulables. Allez, des modules IMO, si vous savez ce que c'est, vous savez de quel groupe on parle. Ça vaut le coup de s'exposer à ça, mais c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait avant. Et dans les deux cas, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas accès au pôle professionnel de l'IMO et on nous aurait dit 40% d'apport, on aurait dit non. Donc la première proposition, on l'aurait pas eu. La deuxième proposition, on n'aurait jamais pris le risque d'être sur le fil du rasoir à 1 semaine de l'achat sans condition de financement. Donc là, j'aurais pu sortir les rames et demander 2 ou 3 semaines. Ouais, c'était compliqué. Mais dans notre situation d'avant, déjà jamais on aurait enlevé la condition de financement. Déjà, on serait pas mis dans cette situation. On l'aurait pas négocié comme ça. Mais ensuite, si jamais ça avait été le cas, en fait, on n'aurait pas eu le backup et donc on n'aurait pas eu les reins suffisamment solides pour aller suffisamment loin dans l'histoire pour avoir la bonne finalité qui est que ce financement, on l'a eu dans les conditions qu'on voulait, sur la durée qu'on voulait, au taux qu'on voulait. Et c'est cette solidité financière qui nous permet justement d'avoir des meilleures conditions. On vient un petit peu aux choses bien qu'on a pu faire et aux choses un peu moins bien. Et c'est intéressant, je trouve, de faire aussi un sorte de petit bilan de 2 ans. Forcément, des choses, on s'est trompé et c'est normal. On commence par les choses qu'on a fait bien, puis on finira par nos erreurs qu'on va essayer de rectifier. Hein, c'est l'objectif. Je pense que ce qu'on a bien fait, c'est quand même la constitution du modèle et la thèse d'investissement qu'on a choisi. Bon, en soi, c'était assez naturel parce que c'est déjà ce qu'on faisait à titre personnel avant de créer un modèle un peu plus institutionnel. Mais je pense que vraiment, on s'est vraiment pas loupé sur les caractéristiques du modèle, c'est-à-dire prépondérance résidentielle en local. Donc, c'est-à-dire on va pas investir dans des zones géographiques où on n'a aucune expertise. Grâce au volet, on va dire résidentiel, ça offre plus de résilience et le côté zone géographique un peu plus ramassée, un peu plus concentrée, permet de rationaliser d'un point de vue opérationnel, avoir une meilleure gestion locative justement du parc qui est un peu le bas qui blesse sur ce type de typologie, c'est plus chronophage d'être sur du résidentiel. Ça, je pense qu'on a vraiment bien fait les choses. Un truc que je trouve qu'on a aussi bien géré, c'est on a grossi quand même assez vite. Je trouve que tu vois, en 2 ans, 10 millions, c'est bien. Mais on s'est pas non plus brûlé les ailes. En fait, on a eu un bon rythme de croisière. Je trouve que c'était conséquent parce que ça a permis de bien évoluer. Mais on n'est pas pour autant une licorne, une start-up à dire on va tout acheter et quitte à se faire mal sur le pôle locatif. Je trouve que la croissance, elle a été conséquente, mais elle n'a pas été non plus démesurée par rapport aux moyens qu'on avait en termes de temps, en termes de moyens financiers. On a embauché des gens quand il le fallait, au bon moment. Enfin, je trouve qu'on a été assez... Bon, si j'ai des fleurs là, mais je trouve qu'on a été assez bon dans le timing de croissance. C'est clairvoyant en tout cas, je pense. Ouais, et c'est pas forcément facile à gérer non plus. Ouais. Et je trouve qu'on a été pas trop mal là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Charles. Ouais, grandir trop vite, en tout cas, ça serait pas un plaisir d'être dans des boîtes où t'embauches des gens avant même de savoir à quoi ils vont servir, parce que tu sais que de toute façon, t'as une courbe de croissance de malade, donc il te faudra X salariés dans tant de temps. L'IMO, c'est le temps long, on en a parlé tout à l'heure, entre le moment où tu visites un bien et le moment où tu perçois les loyers, en passant par acheter, compromis, travaux, machin, c'est du temps long. Donc de toute façon, il faut laisser le temps au temps et faire en sorte justement de corréler ce qu'on va collecter aux acquisitions et de ne pas avoir de fonds qui sont non affectés, pas se faire peur non plus sur la trésor, mais d'avoir un bon équilibre entre les deux
pour faire en sorte d'avoir toujours des fonds qui sont employés, d'avoir toujours de la trésor d'avance au cas où, sans qu'elle soit en trop grande quantité et qu'on ait des choix par défaut à faire, de dire de toute façon on a 4 millions sur le compte, donc en fait vaut mieux acheter cet immeuble que de laisser 4 millions à 2%, tu vois. Ouais, je trouve que ça a été plutôt bien mené. Et un dernier truc aussi, je trouve que vraiment sympa, et moi c'était un peu la crainte, j'en avais parlé avec Charles quand on avait commencé à créer la foncière, c'est que chacun reste à sa place. Nous, votre métier c'est de trouver des biens, vous, votre métier c'est de collecter, et on fait des réunions en visio, etc. Et ça se passe super bien. On s'est jamais disputé en disant toi tu collectes pas assez, vous trouvez pas des biens assez rentables. Je trouve que ça s'est toujours hyper bien passé, et ça c'est quand même une aventure humaine, et pour le coup c'est quand même un gros point positif à mon sens. Je pense que là ce que tu soulignes, c'est effectivement la complémentarité des profils qui fait que chacun a sa place, on se marche pas dessus, on est plutôt effectivement bien câblé sur chacune de nos positions, et donc ça nous permet d'avoir un fonctionnement assez fluide, et moyennant un peu de communication pour mettre un peu d'huile dans les rouages, ça fait que le modèle fonctionne très bien, quoi. Oui, d'accord, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, et en vrai pour le coup une foncière c'est une vraie entreprise, il y a des interactions entre collègues, etc., et ça se passe quand même plutôt très bien. On n'a pas eu de problématique, sinon je pense tu vois aussi à des litiges qui pourraient arriver avec des locataires, avec des artisans. pas plus d'impayés que ça, on a très peu d'impayés sur le parc, je crois qu'on en a un en cours, c'est tout, enfin sur donc 82 lots, c'est quand même pas grand chose, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien lotis. Après je pense que c'est aussi parce qu'on fait les choses de manière qualitative, quand il y a à rénover on rénove, on veille à ce que tout soit en très bon état, quoi. Ouais, mais c'est pour dire que c'est pas systématique, non, et que c'est vrai. En fait tu peux tout à fait avoir un abandon de chantier, tu peux avoir des locataires qui dégradent leur logement, tu peux avoir un sinistre, ça se passe pas sans accroc parce qu'il y a toujours des choses à adapter, mais il y a jamais de cata en mode le chantier est abandonné, l'artisan il a fermé sa boîte, quoi. Ouais, je suis d'accord. On passe du coup aux choses qu'on aurait pu mieux faire. Alors du coup, un truc qu'on n'a pas bien fait, on n'est pas assez endetté. Moi déjà, on n'a pas assez d'abonnés, surtout sur YouTube. C'est surtout ça le problème. Abonnez-vous, quoi. Vous nous regardez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Non, c'est pas assez endetté. T'as raison, blague à part. Et je pense que c'est un peu un biais qu'on avait au début où on s'est dit il va falloir qu'on montre patte blanche à la banque. Et directement, c'est vrai quand on allait voir les banques, on leur disait on mettra 50% d'apport. On ne les a même pas laissés parler avant, en fait. Et challengé au début. Ouais, on a été peut-être un peu. À l'époque, on était peut-être aussi un peu naïf, quoi. On sortait d'un système où Charles, la banque c'était Dieu, et pour se faire accepter par la banque, il fallait vraiment montrer patte blanche. Et on a peut-être été un peu trop gentil, trop bisounours. Et pour le coup, ça c'est un truc que tu es en train de corriger. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 30%, c'est ça l'objectif. Ouais, c'est ça, 25, ouais. 25%, ouais, c'est ça. Après, moi, je pense que c'est pas forcément une erreur en soi, c'était plutôt, on va dire, une période de découverte aussi, avec des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles conditions. Et donc, il a fallu comprendre un peu comment ça fonctionnait, panacher un peu par rapport aux acquisitions qu'on avait. On a essayé de faire au mieux avec le niveau de connaissance qu'on avait à un instant T. Maintenant, et encore une fois, ça fait que 2 ans. Dans 10 ans, on se dira, au final, c'était complètement naturel d'avoir cette phase. 1% d'apport dans 10 ans. Potentiellement, on sera à 1% d'apport, je l'espère. Mais voilà, en tout cas, là, on a corrigé le tir au bout de 1 an, où on s'est dit, effectivement, avec 25 ou 30, ça passe. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez naturel, mais c'est une phase de découverte assez saine, je pense, où il fallait bien passer par là. Et au final, on avait quand même une coquille vide. Faut quand même... C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre autant d'apports. C'est qu'on s'était dit, là, on arrive face à un interlocuteur bancaire, pôle professionnel de l'immobilier ou pas, on lui montre en fait un modèle qui n'existe pas. Donc là, il fallait quand même aussi rassurer. Donc je pense que sur les premières acquisitions, on a eu raison. Derrière, effectivement, on a compris qu'on pouvait employer moins de cash pour réaliser ces mêmes opérations. Donc on l'a fait. Une erreur aussi qu'on a pu faire, c'est sur la partie gestion locative. Généralement, les gens IMO sont pourvoyeurs d'affaires et on leur disait qu'on pouvait laisser le bien dans leur agence s'ils faisaient de la gestion. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Et il n'y a pas eu beaucoup de contrepartie en face. Ça coûte quand même relativement cher. Grosso modo, c'est 6% du montant des loyers. Donc tout n'est pas en gestion locative, mais il y a quand même une partie. Et en fait, on s'est rendu compte, avec le temps, je trouve, là, en 2 ans, on s'est rendu compte de ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas forcément d'effet positif à laisser la gestion locative. L'agent IMO, en fait, il va te présenter quelque chose un peu quoi qu'il arrive. Forcément, c'est un peu mieux si tu fais la gestion, mais c'est pas non plus quelque chose du simple au double par rapport à un autre acteur qui, lui, le garderait pour le gérer lui-même, quoi. On essaye aujourd'hui de gérer quasiment la totalité du parc en interne. Donc on a Mélanie qui était là depuis le début, donc qui gérait déjà, qui supervisait les locations qu'on mettait en agence. Et là, on a embauché récemment une deuxième personne, Laurie, pour accroître cette gestion locative en interne, quoi. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça coûte assez cher et en fait, il n'y a pas forcément de gain derrière. Ça peut encore nous arriver de laisser la gestion locative. On laisse 1 an dans l'agence et si au bout d'1 an, on voit qu'il n'y a pas eu d'apport d'affaires ni de sinon, on switch et on regarde chez nous. Et les agents sont prévenus, personne n'est en défaut, quoi. Donc voilà pour le bilan des 2 ans de la foncière. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Si ça vous intéresse de connaître notre aventure, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des épisodes où parfois on parle de notre quotidien, on vous explique un petit peu, comme la vidéo qu'on a comme immeuble, les surfaces, les problèmes qu'on peut rencontrer, les succès qu'on peut rencontrer. Et on fait pas mal d'autres vidéos avec des thématiques qui sont différentes sur la richesse, le patrimoine. On met une vidéo ici qu'on avait fait sur c'est combien être riche en France pour voir un petit peu les mesures et pouvoir savoir vous situer là-dedans. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. Merci, ça nous fait très plaisir. Donc pour ceux qui ne le sont pas, faites-le, c'est très important pour nous. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité et donc d'accroître la quantité de personnes qu'on peut toucher avec nos contenus. Merci les gars, à bientôt. À bientôt.